bienvenue à tous. Merci à tous d'être venus si nombreux pour cette conférence. On va parler vraiment des émotions dans la relation client. Et je dis toujours, plus il y aura d'IA dans la relation client, plus l'émotion, plus le relationnel sera important. Et c'est justement comment on va faire pour que lorsque les process déraillent, lorsqu'on a affaire à une IA qui ne répond pas à une réponse correctement, comment on fait pour gérer ces émotions-là. On parlera des émotions positives, mais également, on parlera également des incivilités qui sont de plus en plus fréquentes. Et pour cela, j'ai la chance d'avoir 3 experts qui sont là aujourd'hui. Donc, la vision universitaire, j'en parlais, Daniel Ray, enseignant-chercheur et conférencier à Grenoble École de Management. Donc, Daniel n'est pas que professeur, il murmure aussi à l'école des COMEX, à l'oreille des COMEX, puisqu'en fait, tu conseilles souvent les entreprises dans la diffusion de la culture client, la relation client. Donc une vision à la fois universitaire, mais également dans la stratégie. Ensuite, Valérie Imbert, qui est responsable des opérations chez Soli Hazard, qui est, je te laisserai présenter tout à l'heure, mais qui est donc dans l'assurance. Et donc, vous avez vraiment un programme qui est très complet dans la gestion des émotions. Et sincèrement, je pense que c'est un des programmes à prendre en exemple sur le marché. Et à la fin, donc, comme je disais, Christophe, qui travaille chez SFR et qui, lui, a une vision vraiment beaucoup plus globale, avec un groupe qu'il faut mobiliser, toujours cet aspect culture client, expérience client, qui est essentiel, en particulier dans le business de l'abonnement, comme dans le cas de la téléphonie et d'Internet. Alors, en 45 minutes, on va tout simplement voir quelles sont les émotions, comment elles naissent, comment justement elles peuvent un petit peu exploser. Et vous nous parlerez, Daniel et Christophe, de vos constats. Ensuite, on verra comment, entre guillemets, reconstruire un contrat de confiance, parce que Christophe travaille chez SFR, mais pendant de très longues années, 15 ans, c'est ça ? 15 ans, Christophe a travaillé chez Fnac Darty. Donc, quand on a fait la présentation, on a pensé à ce petit jeu de mots qui te rappelle des souvenirs. Et bien entendu, le programme, comme je le disais, en 4 phases, qui a été mis en place par Valérie chez Soli Hazard, qui est vraiment très intéressant, que je vous invite à prendre un exemple. Alors, Eloquent, qui sommes-nous ? Nous sommes un éditeur de logiciels de centre de contact et d'enquête de satisfaction. Notre objectif, en fait, c'est de vous aider à avoir des conversations beaucoup plus fluides et améliorer l'expérience client chez vos clients. C'est plus de 25 ans qu'on existe, on est une centaine de personnes. On gère un demi-milliard d'interactions, téléphone, chat, callbot, etc., etc. 150 millions d'enquêtes de satisfaction et plus de 320 clients. Notre objectif, c'est de vraiment vous aider et fluidifier vos parcours clients. Et pour cela, donc, on a 2 grands piliers, enquête de satisfaction client et collaborateurs, et également solutions de centre de contact. Tout ça orchestré par un orchestrateur omnicanal qui permet aussi de choisir différents modules, soit uniquement la partie enquête de satisfaction, comme c'est le cas chez SFR, ou la partie centre de contact et enquête, je crois, chez Soli Hazard. Donc on peut choisir ces modules ou choisir la totalité. Il y a même certains clients qui mettent en place juste un tout petit module. On a mis par exemple chez certains clients du bot. Parmi nos clients, donc Soli Hazard, SFR, mais beaucoup d'autres que vous pourrez découvrir dans ce slide. Alors, la petite introduction, c'est tout simplement de se dire, mais comment les émotions naissent? Quels sont vos constats? Et pour cela, Daniel, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors, je te laisse la présentation. Merci. Bonjour. Alors, on ne va pas, rassurez-vous, faire un cours universitaire. D'abord parce que je ne suis pas spécialiste des émotions, mais il n'empêche. Donc, comme le disait très justement Frédéric, OK, on fait des cours à des étudiants, mais à Grenoble École de Management, il y a surtout beaucoup de formation continue. Donc, des gens comme vous qui viennent se former sur ces sujets-là. Et donc, à force, on commence à travailler avec beaucoup d'entreprises dans des secteurs différents. Et donc, je suis parti de ce qu'on remarque auprès de l'ensemble de ces entreprises, qu'on partageait encore à midi, pour essayer de repartir de ça. Concrètement, alors je suis désolé, là, c'est la minute universitaire. On va se dire, si j'avais le temps, je vous dirais, prenez une feuille de papier. Voilà. À l'époque de l'IA, c'est intéressant. Et dites-moi, c'est quoi une émotion? Et là, je pense que tout le monde ne serait pas tout à fait d'accord. On en parle tout le temps. On dit, bien sûr, il faut les gérer, bien sûr, etc. Mais so what? Qu'est-ce qu'une émotion? Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Néanmoins, je me suis permis, alors surtout pas d'aller chercher des grands... ça devrait marcher normalement. Ça y est. Ah non, ça, je reviens en arrière. Non, il ne veut pas avancer. Je ne sais pas pourquoi. Excuse-moi. Si, c'est bon. Il faut appuyer fort. Merci. Et du coup, voilà. Donc ça, j'ai été chercher ça dans du grand public. Et donc, une émotion, c'est quoi? C'est une réaction. Okay, c'est une réaction que j'ai, moi, à quelque chose qui arrive. Une réaction globale. C'est ça qui est intéressant. Si on fait un petit dessin, qui soit beau ou laid, peu importe, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai, moi, des besoins psychologiques. Et tout d'un coup,
Donc je lis tranquillement ou j'écoute Valérie parler et je suis tout oui et c'est super. Et tout d'un coup, il arrive un stimulus extérieur, un déclencheur. Quelqu'un qui est à côté et qui hurle, etc. Et du coup, la rencontre entre mon besoin psychologique qui est d'écouter Valérie et d'être vraiment tout oui, c'est passionnant ce qu'elle dit, avec quelque chose qui va bousculer ça, va me déclencher justement une émotion. Et cette émotion, c'est quoi? C'est un ressenti dans ma tête qui est complètement subjectif, mais c'est aussi quelque chose dans mon corps. Et c'est ça qui est important dans la définition de l'émotion, c'est que nous sommes complètement pris par l'émotion. Et donc c'est à la fois subjectif, mais à la fois j'ai des sensations corporelles qui sont visibles et non visibles. Visible, c'est je deviens tout rouge. Visible, c'est je bouge, etc. Puis non visible, c'est mon cœur qui bat très vite, c'est etc., etc. Et puis la dernière chose, et ça c'est très intéressant à comprendre, c'est que parmi les émotions, alors il y a des milliers d'articles sur les émotions, mais en gros, on parle de neurosciences, de psycho, etc. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que une émotion, il y a de la valence. C'est-à-dire la valence, c'est soit positif, soit négatif. La joie, positif, la peur, négatif, etc. La colère, négatif. Et donc il y a une valence. Une émotion est toujours négative ou positive, et elle a un degré d'intensité. Donc j'ai très peur, j'ai un peu peur, etc. Et c'est ça qui va déclencher quoi finalement? Le rôle de l'émotion, c'est quoi? C'est une question de survie, c'est de se dire, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et dans le cas dont je parlais juste avant, qu'est-ce que je fais? Et ben, je me dis, attends, et oh, on se calme là-bas, hein, parce que j'ai envie d'écouter Valérie. Ou au contraire, je dis, tiens, on va se mettre ailleurs, parce que, etc., etc. Bref, ça génère un comportement. Donc, comme vous voyez, l'émotion précède, est une cause du comportement derrière. Alors, là, je vais surtout vous parler des incivilités, qui est la caricature, parce que c'est un bon exemple. Et Frédéric m'a demandé de parler un peu de ça. Donc, l'incivilité, au fond, c'est bien un comportement. C'est bien quelque chose que je fais. Qui vient de quoi? Et bien, comme vous le voyez, d'une valence très négative, bien sûr, et d'une intensité très forte. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, bah ok, donc à ma émotion forte et très négative, il va y avoir sûrement incivilité. Donc comment on en arrive là et pourquoi et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va voir. J'aimerais juste, pendant quand même 10 secondes, dire stop, on va s'arrêter là et faire un petit préalable, parce qu'il ne faut pas se tromper de guerre. Souvent, on parle de clients incivils, d'incivilité, etc. Je voudrais vraiment qu'on ne confonde plus deux choses. À ma gauche, c'est la situation qui mène à ce que Christophe ou moi-même devenions incivils. Et de l'autre côté, il y a, alors excusez-moi, je suis désolé, je vais être mal poli, il y a le chieur patenté que tout le monde connaît, d'accord? Qu'il l'est dans la vie, qu'il l'est chez SFR, qu'il l'est chez Soliazar, qu'il l'est chez Eloquent, qu'il est partout. Lui, de toute façon, ça ne changera pas. Alors là, le seul conseil, et là je parle au nom de toute la recherche, c'est il faut s'en débarrasser. D'accord? Tous les clients ne sont pas bons à prendre. On a le droit de choisir ses clients. Alors c'est comme Coluche, tous les Français sont égaux, mais il y en a certains qui sont plus égaux que d'autres. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'il y a intérêt à ce que vraiment, et idéalement, si Christophe se dit j'ai pas envie que Daniel reste chez SFR, s'il arrive à le fourguer à Orange ou à d'autres, c'est pas plus mal. Voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. Et donc, je suis désolé, nous ne parlerons pas de cela. Parce que cela, c'est pas beaucoup de gens, mais c'est quand même des gens qu'il faut repérer. Et ça se repère dans un CRM. Oui, bien sûr, évidemment. Et donc, la deuxième chose, c'est le premier conseil qu'on peut donner tout de suite, c'est se dire, de ce qu'on a vu, lu, entendu partout avec plein de gens, c'est qu'ils nous disent, OK, mais l'incivilité, c'est quoi? Ça commence quand? Ça termine quand? Et notamment, quand vous allez dans des centres d'appel, des centres de contact, des centres de services réclamation client, tout le monde vous dit, moi je parle des conseillers, hein, qui vous disent, oui mais là, bon il m'a engueulé, mais c'est une incivilité, c'est pas une... Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça termine? Premier conseil majeur, il est urgent, il est indispensable, il est fondamental de définir clairement. Au-delà de ça, votre ticket n'est plus valable. En dessous de ça, on considère que ce n'est pas une incivilité. Et pour ça, ça permet de rassurer tous les gens qui sont en contact. Valérie en parlera sûrement mieux que moi. Et du coup, ils savent, là, ok, non, je ne peux pas tolérer, là, je tolère. Et donc, en gros, il y a deux barrières. Il y a le cadre légal, je n'ai pas le droit de vous agresser physiquement, voilà, pour être simple. Puis il y a le cadre spécifique à l'organisation. Donc, ce qui sera vrai chez Soliazar ne sera peut-être pas vrai chez SFR. Ça, c'est le préalable, vraiment le préalable. Et puis, évidemment, l'important, surtout, c'est pour traiter le problème, quand je disais ne pas se tromper de guerre, c'est ça l'histoire. Quelles sont les causes? Pourquoi moi, Daniel, à peu près normal, je me retrouve à hurler et à faire des choses qui ne sont pas moi, entre guillemets? Eh bien, là, je me risque à
quelque chose qui n'est pas, bien sûr, qui n'a rien de scientifique, mais qui est quand même une synthèse. C'est ce que j'ai appelé l'équation de l'incivilité. Vous la connaissez tous, puisque ça vous est tous arrivé en tant que client et cliente. La première chose, ça commence par une frustration. Une frustration qui vient de mon sentiment d'impuissance. Vous savez, allez, le CERFA 43 bis. Non, ah, vous l'avez mal rempli, il manque, d'accord. Et après, etc. À la 200e fois, on devient fou. Voilà, sentiment d'impuissance. Deuxième chose, l'humiliation. Je n'en parle même pas, ça vous paraît assez évident. Troisième chose, une profonde injustice perçue. Ce qui fait que je suis profondément touché et donc frustré. Cette frustration engendre un sentiment, une émotion, disons-le, de colère. La colère vient de cette frustration. Donc c'est une forte émotion négative, donc valence négative, qui nous dépasse complètement. Quand je suis en colère, je suis hors de moi, c'est comme on le dit en français. Et à partir de là, arrive l'agression, qu'elle soit verbale, physique, peu importe, l'incivilité. Et donc, quand nous, on se tape le dernier point qui est l'agression, on se dit, mais attendez, mais oh, c'est quoi cette histoire? Non, non, il faut reconstituer le début. Et il faut toujours savoir que, de façon générale, s'il y a violence, c'est que la personne en face n'a plus aucune autre solution pour arriver à faire ce qu'elle veut faire ou à dire ce qu'elle veut dire. Donc, elle n'a pas d'autre issue. Et donc, si on lui trouve une autre issue, ça va aller mieux. Alors, pour ceux qui ont lu San Antonio il y a bien longtemps, eh bien, j'aime beaucoup cette citation. Oui, en effet, quand vous avez mis les gens au bout d'eux-mêmes, eh ben, on n'a rien à gagner à emmerder quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est-à-dire que quand ils n'ont plus rien à perdre, de toute façon, c'est foutu. C'est foutu. On les a poussés trop loin. Et donc, comme il y a injustice, finalement, ne pas se tromper de guerre, c'est se dire, attends, stop, c'est quoi l'injustice qu'il a perçue? Qu'est-ce qui ne va pas au fond? D'où vient cette colère? Et généralement, donc, réparer l'injustice, c'est rendre justice. Et rendre justice, ça veut dire, là il y a une théorie de la justice qui est très très connue, hein, avec 3 dimensions. La première, c'est celle que tout le monde connaît. C'est je paye. Je paye dans tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire que, bon, vous avez eu tel problème, etc. Allez, on vous rembourse 10 euros, 20 euros, 1000 euros, peu importe, on vous rembourse. C'est la justice distributive. Et là, on est tous spécialistes de ça, avec des calculs d'apothicaire, à dire, attends, on va essayer de faire ça, puis avec un peu de chance. OK. La question, c'est, je vais vous le faire très, très simplement. Hein. Tiens, voilà tes 100 balles. Vous êtes content? Je ne pense pas. Au contraire, vous vous sentez, vous dites, OK, j'ai mes 100 balles, mais là, il se moque de moi. Et hop, on revient. Impuissance, humiliation. Là, c'est de la vraie humiliation. Alors, Corneille, le dramaturge, hein, pas le chanteur, avait dit « La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. » La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Et je pense que vous pourrez témoigner à ma droite et à ma gauche de ça. Et donc, la façon de donner, ce sont les deux autres justices. Procédurale, c'est la façon dont l'entreprise est organisée, où tout est fait pour que ça se passe bien, ou tout est fait pour que ça se passe mal, et pour nous. Et puis, la justice interactionnelle, c'est quand j'ai Frédéric face à moi, waouh, Frédéric, il a fait tout ce qu'il pouvait. Même si je n'ai pas gagné, OK, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et là, ça marche très fort et tous les chiffres le prouvent. Alors, là, c'est les constats que tu fais. Toi, Christophe, de manière plus opérationnelle, tu m'as dit, j'ai 4 constats à faire qui sont en fait en rapport avec cette tempête émotionnelle. Alors, je te laisse nous parler du premier constat qui concerne en fait les clients et les centres de contact. Merci Frédéric. Je ne vais pas répondre tout de suite à ton injonction. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je reconnais d'ailleurs certaines têtes connues, mais je suis très heureux puisqu'on parle d'émotion, parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça fait 30 ans que je suis dans la relation client. Je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an chez SFR. Mais il y a des personnes qui m'ont beaucoup inspiré, parce que j'ai aussi beaucoup cherché ma voie. Et en fait, une des personnes qui m'a le plus inspiré se trouve à ma gauche, Daniel Ray. Je sais que vous êtes venu pour lui. Et donc, l'émotion, c'est pas pour te mettre mal à l'aise, Daniel. Daniel un peu va quand signer même. les autographes tout à l'heure. Tu auras les 1000 euros convenus, merci. Et en France, on a des chercheurs, on a des universitaires de très très haut niveau. On n'a rien à envier à d'autres pays. Et donc, moi, je suis très heureux à double titre d'être ici, c'est de partager la scène avec Daniel et puis avec Valérie que j'ai rencontré tout à l'heure. Alors, je voulais partager avec vous quelques constats parce que on parle de relations clients, on parle d'expérience client. Bon, bref, moi, quand j'ai commencé, on parlait de SAV ou de call center. C'était ça. Maintenant, on est un peu monté dans la chaîne alimentaire, mais globalement, voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont pris des appels, mais vous voyez, tous, en tant que consommateurs, il y a quand même un constat, c'est que les consommateurs, les clients fuient les centres d'appel. Personne se dit « chouette, ce matin, je vais appeler SFR » ou même Soliazar. Quoique peut-être Soliazar...
Donc, on a un problème, c'est que les gens ne veulent pas appeler ne veulent pas appeler c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et la confiance des consommateurs vis-à-vis des marques en général, c'est le cas de SFR d'ailleurs pendant très longtemps, et vis-à-vis des centres d'appel est au plus bas. Alors, est au plus bas pourquoi? Parce que finalement, tu l'as dit Daniel, une frustration. Voilà. On a des temps d'attente interminables, le SVI, les scripts rigides, etc., etc. Et finalement, la personnalisation du client, tout le monde en parle, assez peu de gens le font. On a évidemment, au-delà de ça, l'absence de réponse. On se dit, est-ce que je vais avoir une bonne réponse? Ou est-ce que je vais être transféré à droite, à gauche, et de nouveau à droite, et puis au fond du couloir? Donc les transferts répétés, l'incapacité à résoudre des problèmes complexes rapidement. Et quand on veut quelqu'un, surtout à l'heure de l'IA, il faut être capable d'être hors cadre et trouver des solutions. Et puis, évidemment, le sentiment de déshumanisation du service. Finalement, je suis pris pour un numéro. Voilà. Je ne suis qu'un numéro pour cette entreprise. Tout ça fait que, finalement, on n'aime pas les call centers. D'ailleurs, moi, quand j'étais petit, je ne voulais pas travailler dans la relation client. Je suis arrivé là par hasard, et je ne suis peut-être pas le seul dans la salle. Mais rassurez-vous, si les consommateurs détestent les centres d'appel, ils ne sont pas les seuls. Parce que les conseillers non plus n'aiment pas les centres d'appel. Et partout, je vous donne quelques chiffres qui sortent un peu du marché franco-français, mais c'est comme ça que ça se passe. Partout dans le monde, il y a du turnover, partout dans le monde, il y a du stress, partout dans le monde, les gens se disent « c'est pas un métier pour moi, je suis humilié ». Le client peut être humilié, mais l'agent, le conseiller peut être humilié. Et ça, ouais, la perception de job sans avenir. Je veux faire autre chose, je veux faire un vrai métier. Troisième constat, c'est que finalement, et on est tous consommateurs, j'aime bien partir du consommateur, quand l'humain est moins performant, on préfère la machine. Je racontais ça à table ce midi, il n'y a pas très longtemps, j'étais à une table ronde sur l'IA, puis quelqu'un à ma droite me dit moi quand j'appelle mon opérateur, j'ai appelé 3 fois, j'aurais préféré parler à une machine plutôt que de parler à un humain. J'ai eu peur que ce soit SFR, je vous rassure, ce n'était pas SFR. Et on est un peu pareil. Finalement, pour ceux qui se rappellent du guichet SNCF, vous êtes plutôt guichet ou vous êtes plutôt application? Finalement, l'application, c'est plus simple. Autre exemple, est-ce que vous êtes plutôt caisse automatique ou caissière? Ah, caissière. Pas seulement parce qu'elle est jolie, mais parce qu'elle est plus efficace que vous. Voilà. Certains disent qu'aussi on recherche du contact, mais effectivement, moi je suis toujours très maladroit à force de scanner mes produits. Donc l'efficacité est un vecteur de choix du consommateur vers la machine. Quand je dis l'IA, c'est, vous voyez, ça peut être le self-care, ça peut être l'application, ça peut être l'IA, ou l'humain. L'humain doit être plus performant que la machine, sinon on préférera toujours la machine. Quatrième constat, je donne que des constats aujourd'hui, c'est ça Frédéric? Il y aura quelques solutions après. Quatrième constat, c'est que la défiance des consommateurs vis-à-vis des enseignes, tout le monde, c'est rare d'avoir finalement une enseigne qui a un très haut niveau de confiance. Moi je me souviens chez Darty, on disait toujours quand les consommateurs étaient mécontents, ils disaient il est où le contrat de confiance? On les avait tellement déçus, c'était très rare, mais on les avait tellement déçus qu'ils nous sortaient le contrat de confiance. Quatrième constat, et je pense que c'est quelque chose d'unique qu'on connaît tous depuis quelques années et sur lequel qui est une grande source d'inspiration, c'est que le consommateur, n'ayant plus confiance en général avec les enseignes, il prend le pouvoir sur les marques. Et comment il fait le consommateur? Ça marche? Ah, merci. Le consommateur prend le pouvoir sur les marques grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, partout, vous pouvez interpeller n'importe quel PDG d'une boîte. Vous pouvez interpeller sur Twitter n'importe quel dirigeant, n'importe quelle marque, l'insulter. Et les marques sont dépendantes des réseaux sociaux. Et alors en plus, avec l'IA, c'est génial. Parce que finalement, avec l'IA, vous voyez, je vous ai mis une lettre de résiliation SFR, tout ceci généré en 10 secondes avec ChatGPT ou n'importe quel LM. Maintenant, c'est le consommateur qui utilise l'IA pour nous envoyer des lettres de résiliation, des lettres de réclamation avec tous les bons articles. Avec la DGCCRF Exactement, qui met les alertes dans les logiciels. Donc on est presque dépourvu. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle que les consommateurs aient pris le pouvoir sur les marques, à votre avis? C'est une bonne nouvelle. Merci. On fait la transition. C'est une très bonne nouvelle parce que quand le consommateur prend le pouvoir sur les marques, ça veut dire que moi, mes collaborateurs,
ils peuvent prendre le pouvoir en interne. Et nous, c'est un discours syndical, nous, dirigeants de la relation client, on prend le pouvoir en interne. Pourquoi? Parce que c'est nous qui représentons le client en interne. Et je pense que ça vous est tous arrivé de mettre des gens au garde à vous dans vos entreprises parce qu'un client s'est plaint auprès du dirigeant. Ce schéma-là, il est extraordinaire, il nous ouvre des portes incroyables parce qu'on sort finalement un petit peu du coin où on nous avait mis, c'est-à-dire il faut gérer, Répondre aux appels, et c'est toujours, TNT. toujours trop cher, et c'est toujours trop long, etc., etc., etc. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, Daniel, je crois que justement, tu as quelques bonnes pratiques pour gérer ces fameuses tempêtes émotionnelles. Alors, quelles sont tes petites idées pour gérer en particulier les incivilités, quelques tips qui reviennent de tes travaux universitaires? Alors, Et terrain. je vais rien inventer du tout. Je vais surtout parler dans la modernité et back to basic. Voilà. Donc, je suis désolé, c'est pas très sexy. Rassurez-vous, ça va passer vite. La première chose, c'est, puisqu'on parle d'émotion, c'est pour ça que j'en parle là, puisqu'on parle d'émotion, puisqu'on parle des conséquences de l'émotion, l'incivilité, etc., ben revenons-y. Et donc, alors, Merabian, je pense que tout le monde dans cette salle, ou beaucoup l'ont étudié il y a bien longtemps, en disant « Ah oui, mais ça me dit quelque chose ». C'est quelque chose qui a été torturé de tous les côtés, etc. Mais peu importe, revenons, soyons simples. Qu'est-ce que nous disait Merabian? Il nous disait, quand on veut communiquer et comprendre un sentiment, une émotion, comment ça se passe? Eh bien, globalement, ce qui est connu de Merabian, mais j'insiste, relisez l'original, c'est nettement plus puissant que ça, et surtout les travaux d'après, c'est qu'ils nous disent, si vous faites un mail, globalement, voilà, c'était l'exemple que tu citais à midi sur très bien, parfait, bonjour, au revoir. Voilà. Et moi, je suis dans une émotion folle, et j'ai quelqu'un en face de moi qui n'est pas quelqu'un, qui est une simple lettre, un simple mail, un simple SMS, tout ce que vous voulez, avec des mots. Et ils sont peut-être très bien, ces mots, mais globalement, ce que nous explique Merabian, c'est que ça représente 7% de ce que je ressens et de ce que je comprends, c'est-à-dire rien. Donc le premier constat, c'est vraiment pas un scoop. Vous voulez foutre la merde? Répondez par mail. Ça marche à tous les coups. Vous êtes sûr d'accélérer et d'escalader. Il n'y a pas photo. Vous l'avez tous vécu, j'en vois qui rigolent dans la salle, on est d'accord. Et c'est pareil avec les collègues. Hein. Un collègue commence à vous envoyer un mail un peu incendiaire, surtout il est dans le bureau d'à côté, répondez par mail. Ça va marcher, vous êtes sûr que ça va être vraiment bien après. La deuxième solution, évidemment, c'est d'y mettre un peu plus d'humain, d'humanité, et d'avoir le ton. Le ton, nous dit Merabian, en gros, c'est 35% de ce que je comprends moi. Et donc déjà, quand j'ai quelqu'un que j'ai au téléphone, voilà, je tombe sur Valérie au téléphone et j'entends Valérie. Après, ça peut bien ou mal se passer, mais déjà, Valérie a une chance, parce que 7 plus 35, ça fait quand même 42, c'est déjà pas mal. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand ça commence à monter dans les tours, la seule solution finale, donc plus il y a d'escalade, plus il faut terminer en face à face ou sur Teams, ou bref, créer un lien humain, parce que le reste, le visuel, le langage corporel, c'est les 58. Donc aucun scoop dans ce que je vous dis, n'empêche que si on l'appliquait, nous, tous les jours, dans nos centres qu'on va appeler d'appel ou d'autres choses, le ton, voilà. Et voilà pourquoi l'IA est tellement branchée sur le ton, etc., parce que c'est ça qui va faire la différence, entre autres. Mais le visuel est toujours mieux. Donc, conseil rapide, plus ça escalade, plus il est temps de tout stopper, de se dire, on va se voir, d'une façon ou d'une autre. Et là, déjà, on va perdre 30 ou 40% des ennuis. Et puis, quelques bonnes pratiques rapides. La première, évidemment, mais ça vous le savez mieux que moi, en cas d'incivilité, c'est, on est tous des persévérants, hein, d'accord? On dit, non, non, je vais résoudre, je vais résoudre. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc être capable de se dire, ok, bon voilà, c'est pas la peine, j'y arrive pas, hop, écoutez, on va mettre un terme à cet échange, parce que... Et surtout après, Valérie, c'est ma patronne, je lui dis, Valérie, tu pourrais rappeler pourquoi? J'ai un thésard qui a travaillé là-dessus, qui a travaillé sur la différence entre Inde, Japon, Chine, etc., et pays plutôt occidentaux, France, Allemagne, etc., y compris anglo-saxons. Et bien c'est très différent. Suivant la façon où est-ce que vous êtes dans le monde, si c'est un manager qui vous rappelle, ça peut être très bien perçu ou moins bien perçu. En tout cas, faire le pas de côté. Un petit truc que j'ai lu récemment dans une recherche, c'est ça marche mieux quand vous avez un interlocuteur du sexe opposé. Donc si vous, moi en tant qu'homme, si ça se passe mal, ça se passera moins mal si c'est une femme en face, et réciproquement. Voilà. Et puis le deuxième point, écoutez, voilà, c'est le scoop, hein, facile à dire. Vous voulez enlever 90% de vos incivilités? Eh bien, on va commencer par le basique. Ben oui, si moi, je crée des parcours clients, je fais vivre à mes clients quelque chose qui se passe bien, il n'y aura pas beaucoup d'incivilités. Sauf mes fameux chieurs patentés, excusez-moi, dont je parlais tout à l'heure. Mais ça, je les mets de côté. Donc,
commençons par balayer devant notre porte et après on discutera. Et je pense qu'on a tous, et nous les premiers, hein, beaucoup à balayer. Donc, à force de créer de l'impuissance, de l'humiliation et de l'injustice, bah, évidemment, on crée de l'incivilité. Et après, on s'en prend plein la gueule, entre guillemets. Et évidemment, c'est le conseiller dont tu parlais qui, lui, bah, il n'a rien demandé à personne et il sait que quand il décroche, il va s'en prendre plein la gueule. C'est pas terrible. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer par se dire, on va faire des parcours orientés clients, des parcours au sens parcours, pas uniquement des gens qui sont bons dans la relation client. Non. C'est tout ça est processé correctement. J'insiste, processé de façon orientée client. Je pense qu'il n'y a aucun scoop dans ce que je dis quand je vous dis que vous avez deux façons de faire des parcours. La façon normale et la façon orientée client. Voilà. Et dans les processus, d'accord? Et ce n'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes, d'accord? Ça, vous le savez mieux que moi dans vos entreprises. Puis la deuxième chose, évidemment, et là, on en discutait aussi à midi, et tu viens de le dire, dans la défiance, il y a déjà au moins 5 ans, une étude avait montré qu'en France, 93% des Français n'avaient pas confiance dans les marques. Comment voulez-vous faire société et que moi, quand je vois Valérie qui me propose un contrat, je lui dis, ah bah tiens, on va... Non. La seule chose que je vais penser, à laquelle je pensais, c'est, elle va m'arnaquer où et comment. Et là, c'est foutu d'avance. Donc, quand vous commencez par avoir une relation commerciale avec quelqu'un en disant, où est-ce que tu vas m'arnaquer, déjà, c'est foutu. Ça se termine au juridique. Vous savez ce que disent les bons juristes? Quand le business va bien, le droit va bien. Quand le business va mal, le droit va encore mieux. Ben oui, parce que quand le business va mal, on n'a pas confiance, donc on est dans la défiance, et donc évidemment, on parle de transparence, de juridique, de contrat, etc. Quand vous avez des demandes de contrat, vous vous dites, on a loupé quelque chose, Et puis pour terminer, évidemment, beaucoup plus large, mais c'est un autre sujet, si vous réussissez à créer une vraie culture client, des croyances et des valeurs partagées qui placent la satisfaction durable du client comme étant un objectif prioritaire, alors là, évidemment, vous n'aurez beaucoup moins à la fois du nombre et de la violence des incivilités, et surtout une étude de la marque qui est juste à côté, le stand est juste à côté, avec Christophe Benavent, un collègue, qui dit, très important, et je rebondis sur ce que tu dis, moi, conseiller, ça ira nettement mieux, nettement mieux, parce que quand je vis dans une boîte qui est orientée client, la tension que je ressens des incivilités est bien inférieure. Voilà les seules choses dont je pourrais vous parler maintenant. Merci. Alors, on va passer la parole à Christophe, qui va nous expliquer en fait comment reconstruire ce contrat de confiance pour justement calmer ces tempêtes émotionnelles. Alors, je vous disais que pour poursuivre sur le thème du consommateur qui a pris le pouvoir sur les marques, et donc le conseiller doit être mis dans les conditions pour prendre le pouvoir finalement en interne pour régler le problème du client. Pour moi, le conseiller, déjà, il va s'exprimer de plus en plus, et c'est le cas sur les réseaux sociaux. C'est plus un agent, parce qu'on me dit toujours il y a des agents. Pour moi, c'est plus l'agent de production, c'est un architecte de solution, un influenceur de la marque. D'ailleurs, nous, on travaille de plus en plus avec le community manager, c'est ça le truc. Et là, vous voyez deux exemples réels où finalement, à gauche, on se fait détruire sur, je ne sais plus quel réseau, c'est peut-être Instagram, c'est Instagram, ouais, ou peut-être Facebook, je ne sais plus. Et à droite, suite à un traitement, les gens viennent communiquer de manière extrêmement positive. Alors les Américains, dans les années 90, avaient théorisé ce rebond finalement que quand on est en difficulté et qu'on fait un bon service, eh ben le niveau de satisfaction est élevé. Alors vous voyez, en plus, nous, on a mis en place quelque chose depuis à peu près 1 an, où pour les clients qu'on a vraiment maltraités, alors surtout si vous êtes client SFR, ne faites pas ce que je vais vous dire ici. On leur envoie un petit cadeau, mais pas je vais vous filer 10 € ou un mois gratuit, vous savez, c'est le truc un peu, mais c'est une attention personnalisée. On fait ça avec une petite start-up, je crois, qui est aussi sur le... Ça s'appelle Gifty. Ah, ça y est, pub, séquence pub. Et c'est mon ami Thierry Spencer qui m'avait suggéré l'idée, je trouve, c'est faire des attentions personnalisées, désintéressées, finalement, quand le client s'y attend pas, ben on regagne un petit bout de confiance. En tout cas, ça marche. Mais je vous interdis de le faire, j'ai pris les dents des gens qui sont ici... deuxième chose, attendez, ça à chaque fois, hop. Deuxième chose, c'est finalement donner des moyens aux conseillers de gérer des situations. Je ne sais pas si vous prenez des appels, si vous gérez des clients. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités très tôt en tant que manager de plateau, sans avoir pris d'appel. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis un bon manager, je vais traiter les clients mécontents. Je suis le patron, quoi. Mais je ne savais pas traiter un client avec une tempête émotionnelle. Je ne savais pas. Je devenais tout rouge.
Voilà, je bégayais, je prenais ça pour moi. Donc en fait, gérer des situations difficiles, c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Je ne dis pas que c'est simple. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un d'assez formidable il y a 25 ans, qui a déposé un procédé d'ailleurs qui s'appelle le procédé pile. Et je vais essayer en moins de 2 minutes. On est bon ou pas, Fred? On est bon. De vous donner un peu les composantes. Pile, c'est quatre piliers qui permettent d'établir une relation d'excellence. Voilà. En partant toujours du monde du client. Alors ce monde du client, il s'oriente autour de ces 4 piliers. Le premier, ben voilà, hop, c'est le parcours. Dans ce parcours, on trouve l'histoire du client, tout ce qu'il a vécu comme événement, finalement, tous ses liens avec l'entreprise. S'il est rentré dans une boutique SFR, la dette de sa facture, ce qu'on raconte sur SFR en ce moment, ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, les différents appels, tout ça, c'est son parcours. Et vous, votre pauvre conseiller, quand il reçoit l'appel, il n'a pas tous ces éléments-là. Mais le client, il le sait. Le client, il dit, moi, je paye 100 € par mois. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il paye pour lui, pour sa famille, pour ses proches, etc. On n'a pas forcément toute l'information. Ça, c'est son vécu. Et je dois vous dire que ce parcours, il peut venir s'enrichir. Alors, enrichir, c'est peut-être pas le bon terme. Il peut appeler une fois, on lui dit une information. Il passe en boutique, on lui donne une deuxième information. Il rappelle, on lui donne une troisième information. Vous voyez, ce parcours va s'enrichir d'informations contradictoires ou pas. Le client vient avec des attentes. Ça peut être une solution immédiate, ça peut être un geste commercial, ça peut être simplement de l'attention, ça peut être de la pédagogie. Ça peut être tout simplement un excellent relationnel parce que quand il appelle SFR, il veut être pris en charge. Ce client, il a également une logique. La logique du client, c'est je paye, je veux un service. Ou on m'a dit que je payais tant, je reçois ma facture, je paye plus cher que prévu. Je suis sûr que ça vous est jamais arrivé, ça. Ça, c'est la logique du client. Et la logique de l'entreprise, c'est ah oui, mais attendez, quand vous avez signé, il y avait des frais d'accès au service, il y avait clac. Donc on est dans une autre logique, ce qu'on appelle les process. Et ces logiques s'affrontent. Si le conseiller ne reconnaît pas la logique du client, aussi farfelue soit-elle, le client ne va jamais accepter d'écouter votre logique. Vous voyez, si quelqu'un appelle en disant ma box marche pas, j'ai déjà tout débranché, rebranché, machin, je ferai plus aucune manipulation, envoyez-moi un technicien. Et nous, on sait qu'il va quand même falloir rebrancher parce qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau des branchements. Il va falloir amener le client à faire ces manipulations alors qu'il vous dit non, je ne vais pas redéplacer mes meubles, etc. Donc, vous voyez, la logique, les attentes du client, eh bien, il faut aller sur ce terrain-là. Et évidemment, tout ça, ça peut déclencher, on l'a vu, des émotions. Des émotions qui peuvent venir graduellement. J'ai acheté un iPhone, j'ai pas reçu mon colis. Appel numéro 1. Appel numéro 2, écoutez, j'aurais dû le recevoir il y a 2 jours, dites-moi où ça en est. Vous voyez, la gradation. La 3e fois, c'est passez-moi un responsable. La 4e fois, on va peut-être arriver au niveau d'incivilité en disant vous êtes tous des voleurs chez SFR. Vous voyez, ce niveau d'émotion dépend également des éléments de parcours, de logique et d'attente. Donc ces 4 éléments sont interdépendants. Et c'est là-dessus qu'on forme nos conseillers, pour être capable d'intégrer le monde du client, à la fois pour qu'il accepte notre logique, qu'il réduise un peu à la baisse ses attentes. Je veux 6 mois gratuits. Vous voyez, et surtout qu'il passe de la colère à la frustration, de la frustration à l'inquiétude. Donc on a tout un mécanisme pour essayer de désescalade. Vous voyez, on négocie pas avec les terroristes, mais avec des gens raisonnables, on peut négocier. Donc il faut arriver à ce niveau de désescalade. Évidemment, comme l'a dit Daniel avant, si ce cadre-là de désescalade n'est pas accepté par le client, bah forcément, on n'est plus dans un cadre de civilité. Mais il faut ce procédé pile, honnêtement, si ça vous intéresse, je vous mettrai en relation, c'est hyper puissant. Moi, je vois des choses extraordinaires qui se passent. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. On travaille également sur, on en parlait tout à l'heure, sur mettre l'IA au service de ce procédé pour aider encore un peu plus les conseillers. Et voilà ce que je voulais partager avec vous sur comment essayer de regagner la confiance du consommateur. Alors, il y avait aussi un autre point que j'avais bien aimé, c'est l'importance de faire passer la voix du client par l'exemplarité. Et là, tu vas sortir bientôt chez SFR un podcast où justement les conseillers ont la parole.
moi, l'endroit où je suis le plus heureux, enfin, vous avez compris, le premier endroit, c'est à côté de Daniel. Mais quand je ne suis pas à côté de Daniel, c'est sur les plateaux. J'adore les conseillers, j'adore leur métier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, je me dis, il faut valoriser ce métier parce qu'on entend toujours les mauvaises histoires, mais il y a des histoires absolument extraordinaires. Et je les recueille, d'ailleurs, j'en discutais, séquence pub pour Eloquent, on a mis en place un module Bravo qui permet finalement de recueillir les remerciements pour les remerciements des consommateurs vers les conseillers en direct. Et à partir de là, on a des histoires absolument extraordinaires. Et moi, je me dis, je vais les enregistrer. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Et on va les diffuser parce que c'est des gens qui font un travail que je ne suis pas capable de faire. Et il faut valoriser ce métier qui, finalement, à l'heure de l'IA, de la digitalisation, de la déshumanisation, est quelque chose donc on va. C'est coming soon, comme on dit en bon français. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que quand tu m'as fait écouter ce podcast avec la conseillère qui racontait comment elle avait aidé cette personne qui avait le cancer, qui s'était mis pour trouver des solutions, même moi, ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a créé des émotions. Et là, par l'exemplarité, ça montre bien qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Ouais. J'en ai des détails. Enfin, il y a aussi un vieux monsieur, je ne te l'ai pas fait écouter, mais qui appelle parce que sa femme est décédée et il est désespéré parce qu'il ne retrouve plus le code PIN pour accéder à ses contacts pour pouvoir prévenir. Et donc il pleure, la conseillère pleure avec. Quand elle m'a raconté son histoire, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, l'émotion était dingue. Bon, finalement, ils ont fait des exercices de respiration, tout se termine bien et on arrive à débloquer. Voilà. Mais ce genre d'histoire, finalement, moi, vous en avez certainement chez vous. Moi, j'en ai aussi chez moi. J'ai aussi des histoires horribles, mais ça, on va les passer sous silence. Mais on veut vraiment sublimer ce que devrait être la relation humaine et il y en a de quoi faire aussi chez nous. Ok. Alors maintenant, on va parler des gestions des émotions chez Soli Hazard. Alors, je te laisse peut-être présenter Soli Hazard pour ceux qui ne connaissent pas encore cette entreprise. Donc Soli Hazard, nous sommes un courtier grossiste. Nous proposons des produits d'assurance pour les particuliers et d'assurance pour les professionnels. Nous avons été le premier courtier grossiste à être Service France Garantie. Donc c'est très important pour nous d'avoir des collaborateurs français qui répondent tous les jours à nos assurés et à nos courtiers. Ouais. Alors, on est dans le domaine donc des assurances. Comme on a préparé ça, tu me disais, c'est un domaine où l'expérience client et la gestion des émotions doit être encore plus importante à gérer. Oui, tout à fait. Donc, on avait un NPS qui était correct, autour de 35, pas mal. Et on s'est dit, OK, on est bon pour la joignabilité, nos réponses sont justes, nous avons un système d'amélioration continue avec nos collaborateurs pour se dire, ben voilà, on nous reproche tel process, quand on répond avec tel courrier, de telle façon, le client ne comprend pas. On avait mis en place tout cela. Avec un NPS de 35, on s'est dit comment on doit monter, puisque aujourd'hui on est à 47, donc on est super fiers de notre NPS. Eh bien, c'est d'aller chercher l'émotion client. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord travaillé avec le collaborateur, c'est-à-dire qu'on a fait une formation avec nos collaborateurs en disant à nos collaborateurs, vous, comment vous réagissez quand vous avez un client qui a beaucoup d'émotions? Par exemple, une incivilité. Qu'est-ce que vous avez comme comportement? Est-ce que vous allez au combat? Est-ce qu'au contraire, vous allez contourner? Vous n'allez pas vous intéresser au client, vous allez fuir? Ou au contraire, vous êtes figé et vous vous laissez engueuler et on est dans un engrenage pour que la tension monte avec le client. Donc, premier travail, les émotions du collaborateur. Comment ils reçoivent les appels. Deuxième travail, identifier les émotions de nos clients. Et chaque fois, on se met en face à face entre l'émotion qu'on éprouve nous en tant que collaborateurs et l'émotion de nos clients. Grâce à ça, on a déverrouillé énormément de choses. Par exemple, on a une collaboratrice qui travaille dans le service santé. Nous faisons des garanties santé pour les seniors et bien souvent, malheureusement, on a des veufs ou des veuves qui nous appellent parce que leur mari ou leur femme sont décédés. Et cette collaboratrice, qui est une excellente conseillère client, elle n'arrivait pas à dire « Je suis désolée, je vous présente toutes mes condoléances ». Impossible pour elle parce qu'elle avait un vécu tellement fort par rapport à ça que cette phrase, elle était bloquée.
Donc, on a travaillé avec elle pour lui dire, mais toi, comment tu peux dire à ton client, avec ton empathie, je vous présente mes condoléances. Donc voilà, on a débloqué des situations émotionnelles en travaillant sur les collaborateurs plutôt que sur les émotions clients. On a travaillé aussi dans un ordre un peu différent de d'habitude. C'est-à-dire, on a dit, ton client, quand il éprouve une émotion positive, comment est-ce que tu joues avec cette émotion positive? Donc, tout notre travail, ça a été de dire, dans notre politique client, que nous avons écrit à travers 4 piliers, qu'est-ce qui est remarquable pour le client dans toute sa vie du contrat? Par exemple, quelqu'un qui prend une assurance en moto et qui vient d'acheter un nouveau véhicule, la première chose que le conseiller va faire, c'est « Waouh, c'est trop bien, est-ce que vous l'avez déjà essayé ?» Et là, la relation client, elle est complètement inversée parce qu'on a capté l'information de l'émotion de notre client. Ouais, c'est les fameuses fiches émotions. Vous en avez fait 45 oui. qui sont valables selon différents moments. Là, tu as parlé de l'achat de la moto, mais c'est également s'adapter à la posture. Par exemple, un taxi, c'est pas la même chose. On ne va pas lui parler de sa jolie voiture qu'il vient d'acheter. Exactement. Un taxi, quand il a eu un accident, qu'il a un sinistre, c'est son outil de travail. Donc, on comprend bien que le temps que le taxi va nous consacrer pour qu'on lui trouve une solution, il est très court parce que généralement, il est soit avec son client dans la voiture, soit il est garé au bord de la route. Donc là, le but, c'est d'aller très, très vite. Donc, grâce à ces fiches, à ces guides des attentes clients, on a chaque fois cartographié le moment clé du client. Nous, ce qu'on pense, c'est que le client va être dans telle émotion et comment le conseiller doit jouer avec cette émotion-là. Tout à l'heure, Daniel parlait de l'importance d'aller fluidifier les parcours clients, enlever ces petits points noirs. Toi, tu as utilisé une méthode qui est assez originale, c'est le management visuel pour, donc, bien sûr, poser le problème de la visibilité, mais aussi faire participer les équipes. Oui, le management visuel, c'est notre façon d'animer les équipes autour de l'amélioration continue. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un starter, bien sûr, fait par les chefs d'équipe auprès des collaborateurs. Et vous en avez l'illustration. Les collaborateurs vont venir coller des post-it en disant moi, j'ai rencontré telle difficulté, tel process ne passe pas. Et ensemble, ils vont essayer de trouver des solutions sur la problématique client. C'est comme ça qu'on anime la voix du client. Donc, on a bien sûr tout ce qui est à améliorer, mais on a aussi en parallèle toutes les victoires clients et les jolies expériences qu'ils ont pu avoir avec les clients. Donc, si on revient, la première étape, donc écouter la voix du client, la diffuser dans toute l'entreprise. Là, c'est les enquêtes de SAT avec Eloquent. Présentation au CODIR. Deuxième chose, identifier les points noirs à partir de ces remontées. Troisième point, tu l'as bien dit, donc c'est intégrer un petit peu cette voix du client, comprendre ses propres émotions avec la conseillère. Donc, proposer un cadre, le cadre de label, le fameux, qui soit suffisamment libre, mais pourtant qui permettent de la liberté, et essayer de transformer ça en réflexe avec du coaching personnalisé et bienveillant. Oui, alors on a complètement inversé notre mode de coaching. Donc on fait beaucoup de coaching avec nos collaborateurs et la première question qu'on leur pose, c'est « Mais toi, tu étais dans quelle émotion quand tu as pris cet appel ?» Donc ils nous décrivent leur émotion et après on peut comprendre l'émotion client. Mais on inverse toujours les choses en partant de l'émotion du collaborateur pour aller vers l'émotion client. Ainsi, on a pu beaucoup travailler sur les incivilités également. Par exemple, on a refusé de faire des formations aux incivilités. Pour nous, ça ne servait à rien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un processus quand un collaborateur a une incivilité. Donc, comme l'a dit Daniel, dans un premier temps, on a cartographié qu'est-ce que c'était une incivilité et comment nos collaborateurs vivaient les incivilités. Donc, on a fait un petit sondage auprès d'eux. 90% de nos collaborateurs ont répondu au sondage et pratiquement, ils nous disaient qu'ils avaient 1 à 2 incivilités par mois, ce que je trouvais très, très fort. Donc, ce qu'on a choisi, c'est en premier lieu de donner le droit aux collaborateurs de mettre fin à un appel quand ils pensent que l'incivilité lui met trop de pression. Et à ce moment-là, il alerte son manager. Les managers, on a des managers bien-être chez Soli Hazard qui ont été formés à de la sophrologie
et qui prennent en charge le collaborateur qui a subi une incivilité pour faire redescendre la pression émotionnelle. Et après que le collaborateur soit redescendu de pression, on lui demande qu'est-ce qui a créé l'incivilité. Et c'est bien sûr le manager qui va rappeler le client qui a commis cette incivilité. Grâce à ce parcours, on a réduit le nombre d'incivilités, puisque le collaborateur sait dans quelle émotion il est quand il reçoit une incivilité, comment il réagit et comment il fait pour faire baisser la tension client, et l'importance de s'occuper de lui en tant que personne agressée. Ouais. Et c'est vrai que tu l'as mentionné tout à l'heure rapidement, dans le coaching bienveillant, vous utilisez même un chatbot pour s'entraîner. Oui, on a fait un petit chatbot qui est de la formation. Et le collaborateur interagit avec le chatbot et il doit désamorcer une situation client difficile en moins de 10 interactions. Donc ça fait comme un petit jeu auquel ils participent et ça leur permet de s'exercer grâce à ce chatbot. Alors il y a aussi la formation en vrai. Et là, vous avez fait appel en fait à une coach qui a aidé en fait les personnes sur tout ce qui est prise de parole, respiration, expression. Oui, on a mis en place 2 formations assez originales. Donc des formations avec des comédiens qui viennent faire des jeux de rôle justement sur les émotions. Et comme ça, on fait un apprentissage sur comment gérer l'émotion client. Et là, il y a des photos d'un atelier avec un coach vocal. On sait très bien que la façon dont on place sa voix, dont on dit bonjour, quand on décroche le téléphone, va avoir une importance sur la façon dont le client va nous répondre. Donc, on a fait des jeux avec un coach vocal pour placer sa voix. Déjà, la voix, c'est un outil précieux en relation client. Et 2, savoir jouer la voix quand c'est qu'il faut baisser d'1 degré, quand c'est qu'il faut augmenter d'1 degré son discours pour que le client soit plus sensible à nos arguments. Alors là, tu nous as mis un petit exemple. Là, c'est une incivilité. Donc, comme tu l'as dit, il faut identifier avec les managers de proximité, managers bien-être. Voilà, on a un petit process donc, qui permettent d'alerter les managers bien-être. Donc, le collaborateur via Teams, tout simplement, dit qu'il a eu un appel difficile. Et tout de suite, on met en place le process que je vous ai décrit et le manager bien-être intervient auprès de lui et rappelle le client qui a commis cette incivilité. Là, c'est l'exemple d'un courtier, donc un courtier qui est un professionnel de l'assurance, avec qui le ton montait et qui considérait très mal nos collaborateurs. Le manager a rappelé, lui a redonné les règles du jeu. Et depuis, je ne sais pas si on a la réponse de la collaboratrice qui avait eu l'appel difficile, mais depuis, ça se passe bien, tout simplement. Et la collaboratrice a beaucoup apprécié qu'en premier lieu, on se soit occupé d'elle plutôt que du client. Ouais. Et c'est vrai que c'est même utilisé en interne, parfois quand il y a des pressions internes ou des tensions internes en tout cas. Et on a vu le résultat. Alors, les perspectives, donc formation sur la surenchère émotionnelle, monitoring des incivilités, alerting encore. Donc là, ce qu'il fallait retenir, puisqu'il nous reste une petite minute, c'est que les émotions au cœur de la relation client, c'est important. Plus il y aura d'IA, plus le relationnel fera de la différence. La gestion des émotions sera vraiment au cœur du métier des conseillers au centre de contact. Travaillez beaucoup sur l'autonomie des équipes, donnez-leur les bons outils et aidez-les à passer ce nouveau cadre dans leur métier puisque ils vont devoir gérer des situations plus compliquées. L'IA, on va en prendre une partie pour eux. Voilà.